OK, je vais vous partager les diapositives. Merci pour l'invitation à être ici. Je suis honorée et ravie de partager mon étude sur ce sujet avec vous. Au cours des 3 prochaines séances interactives, nous explorerons une méthode de recherche méditative qui transcende la simple étude intellectuelle et nous aidera à éveiller la sagesse intérieure. Grâce à cette pratique, un espace sacré émerge, nous libérant de la pensée conditionnée et invitant l'intuition à nous inspirer. La recherche méditative offre un sentier qui apporte une perspective holistique, comblant le fossé entre nos sens et la conscience spirituelle. Cette approche peut nous permettre d'aborder les complexités de la vie avec une perspective plus élevée. La pratique. Commencez par la curiosité. Éloignez-vous du mental connaissant, cette partie de nous qui a déjà entendu les mots et les concepts et qui sait déjà. Commencez aujourd'hui et engagez-vous dans le mental curieux, tout en écoutant aujourd'hui les diapositives et pour le reste de la fin de semaine, commencez à formuler 3 questions que vous apporteriez si vous veniez à une étude. Si nous devions faire cela en petits groupes, nous laisserions du temps pour le dialogue, chaque personne ayant la possibilité de partager ses idées sur tous les sujets dont nous allons parler. Mais dans un groupe plus large ou avec des contraintes de temps, utilisez un papier et un crayon pour écrire vos pensées et voir quelles idées surgiront. L'utilisation du crayon et du papier est importante, car l'écriture est une réflexion concentrée. Il s'agit de donner forme à l'abstrait, prendre le chaos, la désorganisation de toutes les pensées et idées qui surgissent et les mettre en ordre. Au fur et à mesure que je parcourrai les diapositives, je présenterai des éléments d'action destinés à vous donner des idées pour l'application pratique des concepts et des questions d'enquête afin de susciter la curiosité et de vous interroger. C'est à travers un groupe dans lequel tous les membres, même s'ils ne se connaissent pas, travaillent les uns pour les autres et en travaillant pour tous, travaillent pour eux-mêmes. Nous serons amenés à réaliser que dans l'union et l'harmonie seule réside notre force et notre pouvoir. L'objectif est d'aider la croissance future de la société théosophique dans son ensemble, dans la vraie direction, en promouvant une union fraternelle, au moins parmi un petit nombre. Cette citation est celle que HPB a donnée à son groupe intérieur. C'est son idée du travail de groupe d'un point de vue ésotérique et c'est la direction dans laquelle nous avançons aujourd'hui. L'union, l'harmonie et une véritable direction vers la fraternité. Pour que notre étude acquiert davantage d'influence occulte, nous devons avoir l'harmonie, que nous étudions seuls ou en groupe, et cette union et cette harmonie commencent par un travail intérieur d'introspection. Alors demandez-vous, où trouvez-vous ce genre de paix à l'intérieur? Et comment pouvez-vous le faire émerger pour que vos actions quotidiennes soient spontanément influencées par ce centre? Les enseignements théosophiques nous donnent un objectif commun, que nous prenions conscience de la véritable nature spirituelle de qui nous sommes réellement et que tout notre travail soit effectué au service de l'humanité. C'est au service et dans le but de cette étape évolutive que nous construisons le champ ou le fondement à partir duquel notre étude est influencée par l'intégralité et nous nous éloignons de la nature fragmentée sur laquelle est habituellement basée notre vie quotidienne. La pratique de dialogue et de recherche méditative peuvent nous aider à réaliser que ce que Blavatsky nous dit ici est non seulement possible, mais absolument souhaitable. Promouvoir l'union fraternelle. OK, une recherche méditative. Avec la pratique de la recherche méditative, nous déplaçons nos perceptions du domaine des sens vers le domaine de l'intuition.
Cette recherche se fait en maintenant l'état du mental que Krishnamurti appelle curiosité. Il nous dit que lorsque je suis curieux, il n'y a aucun motif personnel. S'il y a une motivation personnelle, il n'y a pas de curiosité. Être curieux sans motivation personnelle nous amène à ce qu'il appelle une conscience sans choix. OK. Il y a donc 4 aspects. Écouter avec un mental silencieux. Cette première compétence est la première étape qui, lorsqu'elle est pratiquée, peut être utile pour purifier et harmoniser notre corps et préparer notre mental. De sorte que lorsque nous écoutons, parlons ou étudions, nous venons d'un endroit qui est au-delà de l'usage banal des mots, qu'il s'agisse d'un mot entendu, prononcé ou écrit. Cela est donc l'intention à partir de laquelle nous harmonisons nos conversations et créons une atmosphère fraternelle partout où nous allons. Lorsque nous écoutons avec l'oreille physique, c'est un mot entendu. Cela implique l'enregistrement et le souvenir du passé, des connaissances du passé, expériences du passé et souvenirs. C'est répondre à des questions ou faire des commentaires à partir d'un lieu conditionné et fragmenté. Lorsqu'il y a une écoute au-delà de l'oreille physique ou au-delà des sens, nous nous tournons vers l'intérieur et l'état d'écoute n'est plus fragmenté. Il n'y a pas de passé impliqué dans l'écoute, il n'y a pas de réponse ou de commentaires fragmentaires. Il n'y a qu'à entendre avec un mental curieux et c'est ici que nous nous ouvrons à l'intuition. Pour la pratique, gardez en mémoire que les mots sont des outils puissants et je suggère ici que nous commencions par quelques changements linguistiques, des changements dans la façon dont nous utilisons les mots afin de créer un changement dans la façon dont nous pensons aux processus par lesquels nous communiquons. Écoutez avec un mental silencieux. Cette compétence nécessite d'écouter au-delà des sens. Une fois réalisée, elle redirige notre intention dans une conversation et cela suscite une attraction pour un engagement envers la recherche. C'est une compétence et la pratique commence par écouter avec curiosité. C'est ce qui crée un mental silencieux. C'est l'état qui est au-delà du lieu du bavardage et du mouvement. Cela nous emmène dans un lieu d'obscurité, de silence et d'immobilité du mental, où chaque partie de la conversation est entendue, ce qui est exprimé et ce qui ne l'est pas. C'est ce type d'écoute qui ne vise pas à améliorer, à modifier, à changer. Il ne condamne pas, ne juge pas, ne catégorise pas et ne nomme pas. C'est l'introspection et la curiosité qui apportent concentration, conscience et attention. Krishnamurti nous dit « Le voyage que je propose que nous fassions ensemble n'est pas vers la Lune, ni même vers les étoiles. La distance aux étoiles est bien inférieure à la distance à l'intérieur de nous-mêmes. La découverte de nous-mêmes est sans fin et elle demande une recherche constante, une perception totale et une prise de conscience sans choix. Ce voyage est vraiment une ouverture de la porte de l'individu dans notre relation au monde. Comme le dit Krishnamurti, cette tâche n'est pas facile, mais elle est simple et c'est une compétence qui demande simplement de la conscience et de la pratique. Ce voyage nous aidera à découvrir et à déployer notre vraie nature. Et il commence par un examen de soi et nous mènera finalement à un endroit où la perception est entièrement vraie. La pratique de l'écoute curieuse tendant vers un mental silencieux nous amènera vers un état de perception spirituelle. Pour chacune des étapes présentées aujourd'hui, je vais vous fournir une application. Comment appliquer ce concept? Un exercice, la compétence à pratiquer, et l'état idéal, la direction vers laquelle nous nous dirigeons. N'oubliez pas que les maîtres de sagesse exigent de nous une intention d'être au service de l'humanité et la volonté de simplement essayer. OK, l'application. Commencez à écouter avec curiosité, avec une confiance inébranlable et une action quotidienne constante vers l'objectif.
Jeffrey Hudson. Un petit acte accompli avec confiance dans le résultat et la cohérence peut l'emporter sur des actes beaucoup plus puissants, accomplis occasionnellement. C'est là que nous construisons une masse critique. Jour après jour, où les résultats proviennent du pouvoir de conscience, du mental, d'un examen de conscience honnête et d'une curiosité naturelle. Cela nous pousse naturellement vers l'altruisme, les actes de bonne volonté, et de là nous construisons la fraternité et l'unité universelle. L'élément d'action. Quelle petite chose vous pouvez faire chaque jour et qui vous permettra de maîtriser cette compétence? Qui peut-on écouter avec curiosité? Qu'est-ce qui peut amener votre mental vers un lieu de silence? Pour l'exercice, pouvez-vous regarder un objet sans le nommer, le décrire, le commenter ou avoir une opinion à son sujet? Ce sont toutes des actions qui viennent du mental concret inférieur, Kama Manas. C'est le lieu où les idées ont été formées par le passé, un lieu de déjà connu. Le but est d'atténuer cette influence et d'arriver à un lieu ouvert et inconnu qui sera inconfortable au début. La compétence est d'être curieux et réceptif. Quelles questions pouvez-vous formuler sur les choses que nous voyons chaque jour? Que pouvez-vous commencer à regarder différemment? Y a-t-il une autre histoire à écouter? Lorsque nous regardons un objet ou une personne et que nous le nommons, nous limitons cet objet à ce que nos sens peuvent percevoir. Et à partir de cet état mental fragmenté, nous créons un point de vue inexact et restrictif. Lorsque nous le regardons avec curiosité ou a priori, nous nous ouvrons à un état infini qui se situe au-delà des sens et nous avons instantanément la capacité de capter l'essence de l'ensemble. Commencez par de petits actes pratiques, une fleur, un chien, une irritation qui surgit dans votre mental ou lorsque vous pensez à quelque chose. L'état idéal où nous voulons être. Écoutez depuis un lieu de silence et d'immobilité. Cela a toujours été le but de notre méditation assise, nous reposant dans un lieu de silence, d'immobilité et d'obscurité, d'où provient la pure potentialité. Lorsque nous commençons à être conscients des mouvements du mental lors de notre méditation assise, nous pouvons étendre la pratique à nos activités quotidiennes et une fois que cela devient une compétence naturelle, nous pouvons éventuellement l'utiliser lorsque des situations sont plus difficiles. OK. Est-ce qu'il y a des questions de clarification dans cette partie? OK, ça va bien alors. La deuxième étape consiste à répondre avec le cœur. Le dialogue centré sur le cœur ne s'exprime pas nécessairement à partir de n'importe quel sentiment qui nous vient. Il va au-delà de l'impulsion immédiate, au-delà des processus mentaux de pensée, de sentiment et de réaction, jusqu'à l'endroit où nous répondons par la compassion, la plénitude et la pure potentialité. La réponse centrée sur la tête où le cerveau est basé sur la perception des sens, qui est fragmentée, limitée et peu fiable. C'est le mental inférieur. Lorsque nous vivons influencés par Kama Manas, nos pensées, nos paroles et nos actions proviennent d'un état réactionnaire. L'ignorance de cet état nous pousse à être poussés et attirés par l'ambition et le désir de contrôler, de juger et de bien faire. Cela provoque le filtrage ou l'aveuglement de la conscience et provoque des réactions dans la communication au lieu de la capacité de répondre avec confiance et compréhension. Dans cette citation, Mme Blavatsky nous fera la distinction entre répondre depuis le cœur et réagir depuis le cerveau et comment cela influence notre conscience. Je vais lire la citation maintenant. Le cœur est le centre de la conscience spirituelle, tout comme le cerveau est le centre de la conscience intellectuelle.
Mais cette conscience spirituelle ne peut pas être guidée par la personnalité jusqu'à ce qu'elle soit complètement unie à Buddhi Manas ou un mental illuminé. En attendant, la conscience spirituelle fait des efforts pour impressionner la conscience inférieure et ces efforts sont aidés par la croissance en pureté. Les deux aspects ici sont le cœur qui correspond à la conscience spirituelle ou principe bouddhique et le cerveau qui correspond à la conscience intellectuelle ou principe manasique. En général, la nature bouddhique ou la conscience spirituelle ne peut pas pénétrer jusqu'à la personnalité. La personnalité est guidée par la nature manasique, en particulier le manas inférieur. Chez un être éveillé ou adepte, Buddhi et manas ont fusionné et la conscience spirituelle influence la personnalité. L'adepte maîtrise alors la capacité d'utiliser cette conscience spirituelle à volonté. Nous, en tant qu'étudiants, ne pouvons pas atteindre à volonté la conscience spirituelle, mais cette conscience fait des efforts pour atteindre la personnalité. Cela se manifeste par des éclairs d'inspiration ou de perspicacité, un sens de la responsabilité et du devoir, la source des vertus, etc. Lorsque cela nous arrive, nous avons Manas Taijasa ou un mental illuminé. Lorsque nous purifions la personnalité, il est plus facile pour la conscience spirituelle d'influencer les actions. Et nous purifions notre personnalité chaque fois que nous nous éloignons des ambitions de l'ego et nous dirigeons vers l'altruisme de l'ego supérieur. L'application. L'application de cet aspect est citée du Mahatma K.H. C'est avec un soin jaloux que nous devons protéger notre plan mental de toutes les influences néfastes qui surgissent quotidiennement lors de notre passage dans la vie terrestre. Pour purifier, nous devons d'abord être capables de distinguer les mouvements du cœur et du cerveau, leurs réactions et la conscience. Nous pratiquerons avec quelques exercices pour cela dans le prochain exposé. Mais de manière générale, regardez la source de vos réactions. Demandez-vous, pour commencer, l'exercice. Demandez-vous, où suis-je le plus en réaction dans mes relations? Qu'est-ce qui provoque une réaction impulsive, instantanée? Et puis, par l'introspection, examinez ces situations et avec une conscience impartiale, observez les réactions qui surgissent. Commencez à les interroger. Pourquoi apparaissent-elles? Et finalement, vous pourrez trouver la source de votre réaction. Par le processus d'observer et de prendre conscience sans attachement, le mental fragmenté commence à trouver de l'ordre. C'est à partir de cet ordre que nous purifions les corps physiques, émotionnels et mentaux, et à partir d'un état de calme, nous pouvons répondre avec confiance, consistance et cohérence. L'état idéal est lorsque nous pouvons discerner la conscience du cerveau de la conscience du cœur, nous créons un espace, un écart ou une pause. Et nos actions ne proviennent pas d'une impulsion immédiate, mais d'une réponse. Et ici, il y a une compassion et une sagesse naturelle. OK, l'aspect suivant. Parler avec détermination et conscience. Pour la plupart, l'état général du mental est en mode survie, où il n'y a pas de séparation entre l'impulsion et l'action. Il est constamment à la recherche de qui est un ennemi, qui est un allié, où est l'incongruité, suis-je en sécurité? Ce sont les rouages d'un mental sans contrôle. Êtes-vous conscient que ce sont les mouvements du mental inférieur? Cet état mental était utile lorsque nous étions pourchassés et en danger constant, car notre survie quotidienne était en jeu. Pour l'essentiel, notre société a dépassé ce type de culture, mais nos cerveaux travaillent toujours dans ces sillons bien usés des tendances animales et instinctives. Ceux-ci sont appelés skandhas en théosophie. Naturellement, notre conversation a tendance à suivre notre état mental. Nous avons un sentiment ou une pensée et nous parlons. Alors, avant de pouvoir parler avec intention, nous devons être conscients d'où nous parlons.
Pouvons-nous prendre le temps de nous examiner et de nous demander pourquoi nous parlons? Pouvons-nous nous conscientiser à propos de nos conversations et nous demander à nouveau pourquoi est-ce que je parle? Quelles sont les motivations qui me poussent à exprimer mon opinion? Est-ce que je parle pour montrer ce que je sais, pour être sûr d'être entendu, pour surmonter une peur, pour être vu, respecté, pour enseigner, pour corriger, pour briser le silence? Ces choses ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, mais c'est la conscience que nous recherchons qui est derrière la motivation de parler. Pouvons-nous alors apporter cette prise de conscience lors de nos réunions de branche et diminuer l'effet de balle de ping-pong qui résulte souvent de nos discussions? Pouvons-nous faire une pause, nous asseoir dans l'inconfort de notre impulsion et faire l'inventaire de quel est l'état de mon mental lorsque je parle? Lorsque nous prenons conscience du bavardage inutile que nous produisons, de la pollution sonore que nous produisons, de l'ambiance derrière notre partage, notre discours devient lentement plus mesuré, plus direct et moins plein d'opinions, et ce qui comble le vide est l'intuition. Et c'est dans cette direction que nous voulons que notre dialogue évolue en devenant utile et simple. Et pour ceux d'entre vous qui ne prennent pas la parole lors des réunions, demandez-vous pourquoi je ne parle pas et examinez cela en profondeur. Est-ce par peur de vous tromper, par timidité? La curiosité et le mental curieux ne peuvent jamais se tromper. Commencez par « je me demande » et voyez où cela vous mène. Nous avons tous des choses à offrir. Peut-être qu'une perspective différente est exactement ce qu'il faut à ce moment. Regardez avec un mental silencieux et voyez où vous pouvez participer au dialogue. Rhoda Bernier, ancienne présidente internationale, partage avec nous son point de vue sur les opinions et leur place dans le dialogue. Le dialogue ne devrait pas non plus être une question d'expression d'opinion. Les opinions ne sont pas la vérité. Peut-on réussir à dialoguer sur des questions vitales sans se soucier d'exposer ses opinions, en essayant sérieusement d'en savoir plus sur le sujet abordé, sa profondeur de sens et toutes ses implications? Que nous dit-il sur la façon de vivre? Comment être lié? Quelle application a-t-il dans la vie? De nombreuses questions doivent être examinées chaque fois que nous parlons de quelque chose de valable. Nous devons encourager l'exploration, l'esprit de recherche de la vérité et ne jamais dire « je sais ». Les groupes théosophiques peuvent-ils attirer des gens qui pensent vraiment qu'il n'y a pas de religion supérieure à la vérité, pas même la religion de leurs propres opinions et concepts? Beaucoup des opinions que nous formons le sont inconsciemment. Au lieu d'une opinion réactionnelle inconsciente basée sur une impulsion, nous devrions nous efforcer de répondre sur la base d'une réflexion approfondie. Celle-ci sera rapide. C'est l'opinion de HPB sur les opinions. Elle nous dit que la ST est une continuation de l'école néoplatonicienne. Et pour les néoplatoniciens, les opinions signifiaient vivre sur la base d'un phénomène superficiel et non sur la base d'une connaissance factuelle. Elle dit « Il devrait y avoir une licence et des frais pour avoir une opinion. Vous ne devriez pas avoir le droit d'avoir une opinion sur un sujet dans lequel vous n'êtes pas spécialisé. Vous devez avoir un diplôme d'études supérieures et une formation avant d'avoir des opinions. Et si une personne est célèbre, nous avons tendance à apprécier son opinion sur tous les sujets, même ceux qui ne relèvent pas de sa spécialité. Pour l'application, explorons cette question qui, si on l'approfondissait vraiment, révélerait un état extraordinaire que le mental n'a probablement jamais touché, une dimension non touchée par la conscience superficielle. L'exercice. L'observation de soi. Observer notre discours et les opinions que nous formons peut nous aider à comprendre ce en quoi nous croyons. Nous créons des identités visibles de nous-mêmes en étant associés à des opinions fortes. C.W. Leadbeater, il était théosophe à l'époque d'Annie Besant,
nous dit que les pensées sont des choses et que lorsque les opinions sont dynamisées par les émotions, ces choses sont plus fortes et ont plus de pouvoir. En théosophie, nous appelons ça des formes pensées. Et à notre insu, elles peuvent peupler notre environnement et exercer une influence puissante sur notre vision du monde ou notre état d'esprit quotidien. L'état idéal, parler avec intention et avec la conscience d'un pur sentiment d'être. J'utilise ici une image des symboles que HPB utilise pour décrire l'émanation de l'univers ou le macrocosme, et nous l'utiliserons pour explorer brièvement le fonctionnement du mental dans l'homme ou le microcosme. Extrait de l'axiome hermétique, en haut comme en bas. Le processus de manifestation va de la source à la diversité, et nous en verrons plus sur la diapositive suivante. Ce concept nous donnera une base pour une méditation qui pourra être utilisée pour inverser l'émanation ou la manifestation. Se retirer de la multiplicité ou la diversité et ramener nos esprits à l'unité. Donc, ce que ça veut dire, c'est simplement d'inverser la manifestation vers l'unité. C'est l'idée de la méditation. OK, donc d'abord, je vais vous montrer les détails de la manifestation. Émanation ou manifestation de la source, un état homogène de silence et d'obscurité, le cercle, dans l'homme Atman. La polarité, le sens pur du fait d'être, le cercle avec le point, en l'homme, Bouddhi. La dualité ou la conscience des pensées et des sentiments, seulement la conscience sans interaction de la personnalité, le cercle avec un diamètre, en l'homme, Manas. La multiplicité ou diversité, la multiplicité ou la diversité des émotions, pensées et actions. Je ressens ceci, j'ai cette pensée, je devrais faire cette action. Le cercle avec une ligne verticale ajoutée pour faire une croix. La croix symbolisant la matière. En l'homme, c'est la personnalité. Maintenant, nous allons renverser la manifestation et l'idée est d'amener notre esprit à travailler de la multiplicité à l'unité. Nous pratiquons d'abord la méditation assise, puis dans la vie quotidienne. Nous observons la personnalité s'engager dans les mouvements du mental. Remarquez quand la personnalité s'engage dans des commentaires, des jugements ou des opinions sur ce qui vient à l'esprit. C'est l'état de la multiplicité des pensées, des sentiments et de tous les attachements qui les accompagnent. Après un certain temps de pratique, l'interaction entre l'observateur et le mouvement devient une dualité. Sans la relation enchevêtrée des commentaires, des opinions, des jugements, nous observons simplement, sans intérêt, les mouvements des sentiments et des pensées. Ici, nous pouvons déjà commencer à adoucir nos réponses. La méditation or est l'étape au-dessus de ça, l'étape du silence, du calme, de l'obscurité. L'étoile or est l'état de pure potentialité, là où se trouve l'étoile or. Cette étape de pure potentialité est le but de la recherche méditative. C'est le lieu qui nous ouvre la possibilité de dialoguer à partir d'intuitions, où nous pouvons échanger à partir d'un terrain d'entente en dépit de nos différences. OK, la dernière partie. Ce n'est qu'à partir d'un état spontané de silence intérieur que nous pouvons nous ouvrir à notre véritable nature. Il y a 3 étapes. La première étape, impulsion spontanée de l'ignorance, où, sans le savoir, nous sommes poussés et attirés automatiquement. Nous sommes attirés vers l'agréable ou le sympathique et repoussés du désagréable ou de l'antipathique. Cette impulsion provient de Kama, l'homme animal, et des schémas de comportement instinctif.
La troisième étape, c'est la réponse spontanée de la sagesse. Ici, nous sommes influencés par notre nature supérieure et nos actions, pensées et émotions vont spontanément dans le sens de l'altruisme et de la plénitude, indépendamment de ce que ressent la personnalité. C'est là que réside le mental spirituel. Et la deuxième étape, c'est le juste milieu. C'est ici que la majorité de l'humanité passe le plus clair de son temps, le lieu de l'enchevêtrement entre l'ignorance et la sagesse, dans lequel notre conscience, manas, tend tantôt vers Kama, tantôt vers Bouddhi. Cette danse entre l'homme animal et l'homme spirituel est le pont ou la relation entre les deux pôles. Lorsque l'entité manasique, l'ego supérieur, envoie une impulsion vers le bas à la nature inférieure avec laquelle elle est liée, elle apparaît à la personnalité comme spontanée, libre, non provoquée par toute action sur le plan inférieur. Et c'est ainsi, car les causes qui travaillent sur la personnalité proviennent des plans supérieurs et non des plans inférieurs. Dans le diagramme de la méditation, HPB nous dit que ces actions construisent un substrat de mémoire. Elle dit « De cela naît un substrat de mémoire qui ne cesse pas dans le rêve ou dans l'éveil. Sa manifestation est le courage. C'est à ce niveau que nous voulons que notre vie soit influencée. C'est de là que vient le véritable dialogue. » OK, donc l'application. L'idée est de sortir de l'enchevêtrement des triangles entrelacés vers l'angle central, là où l'esprit domine la matière. Dans le logo de la ST, l'étoile à 6 branches se compose d'un triangle blanc pointant vers le haut, correspondant aux aspects spirituels de l'humanité, et un triangle sombre pointant vers le bas, correspondant à la matière. Les deux sont entrelacés car c'est ici que se joue la bataille entre l'esprit et la matière. Le but du pèlerinage humain est de se diriger vers le centre, symbolisé par l'ancre, où l'esprit, le cercle, domine la matière, la croix. OK, ça termine ces applications. L'exercice. Pour l'exercice, c'est le diagramme de méditation. Dans le diagramme de méditation, HPB nous donne ce que nous devons apporter à la vie quotidienne et ce que nous devons en retirer. D'abord, l'acquisition, donc aligner notre participation sur notre nature supérieure, prendre note de ce qui dans notre vie quotidienne s'aligne sur la conscience spirituelle ou la nature supérieure, et de ce que nous avons besoin d'acquérir davantage. Le second, ce sont les privations. C'est purifier notre nature inférieure pour que notre nature supérieure puisse se refléter. De quoi pouvons-nous priver la personnalité afin de purifier naturellement nos corps physiques, émotionnels et mentaux? Changer les habitudes extérieures est un début, mais il faut aussi changer les habitudes intérieures. Comment notre mental réagit à la vie? Où est la colère, la méfiance, l'ambition, la pensée égoïste? L'état idéal est de puiser dans ce substrat. C'est à partir de là que nos actions deviennent spontanées. La spontanéité ne vient pas d'un lieu d'ignorance, mais d'un lieu de plénitude et de sagesse. Et voilà. Ce sont 2 livres que Pablo a écrits et qui sont en vente soit sur notre site web, soit sur Amazon Canada. Je veux juste récapituler les 4 étapes, les 4 aspects. Écouter avec un mental silencieux, répondre avec le cœur, parler avec détermination et conscience, et puiser dans le substrat. Donc, demain, je ferai les exercices qui correspondent à ces étapes.